Je vais commencer par une citation d'un artiste britannique, Jeremy Deller. Là, je vous montre l'affiche de l'exposition qui s'est tenue à Rennes et qui s'est finie la semaine dernière, qui était une très bonne exposition. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vue. Et voilà ce que dit cet artiste. L'art est un moyen de revendiquer son engagement et son amour, toujours renouvelé, pour le monde qui nous entoure. C'est aussi une forme de magie qui détient ce pouvoir alchimique de transformer le réel, de donner une certaine profondeur à ce qui peut sembler a priori banal ou superficiel, même si l'expérience ne doit s'avérer qu'éphémère. Souvent déconcertant, l'art possède en effet cette capacité de dépasser toute logique, d'être profondément absurde, voire stupide. Ce que dit Jeremy Deller ici, c'est que l'art a une capacité magique à réenchanter le monde. Pour prendre une formule un peu banale, ça consiste à voir de la beauté là où d'autres n'y voient que du mauvais goût, et surtout en matière d'art populaire qui l'intéresse particulièrement. Mais ça sert aussi à trouver des moyens pour les gens d'acquérir de la fierté, quand la société capitaliste a sur eux un effet destructeur et même on pourrait dire déprimant. Alors évidemment, Jeremy Deller, il ne croit pas à la magie au sens propre, c'est-à-dire la magie des sorcières, la magie des sorts et des incantations. Ce que je voudrais vous partager ici, c'est un autre sens de la magie, un sens qui est plus historique et qui va nous ramener à la Renaissance et qu'on pourrait résumer par une formule que je vous cite. Cette formule, c'est « Faire de la magie n'est pas autre chose que marier le monde ». Faire de la magie n'est pas autre chose que marier le monde. C'est une formule de Giovanni Pico della Mirandola, dit en français Pic de la Mirandole, qui a été écrite en 1486. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel rapport ça a avec le travail de Florentine et Alexandre Lamarche-Auvise et en quoi est-ce que ça nous parle aujourd'hui, en 2023? Et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais commencer par faire un petit rappel de ce que c'est que la magie à la Renaissance. Et voilà, Pic de la Mirandole. Alors, c'est un philosophe, un philosophe italien qui a vécu à l'époque de Laurent le Magnifique, le mécène et membre de la famille des Médicis bien connu, qui dominait Florence dans les années 1480, qui avait réuni autour de lui des artistes, des poètes, des philosophes passionnés par l'Antiquité, qu'on appelle en général les humanistes. Et donc on considère Pic de la Mirandole comme un humaniste. Il est surtout connu pour un discours qui s'appelle le Discours sur la dignité de l'homme, mais il a écrit aussi beaucoup d'autres traités un peu moins connus, notamment un traité assez incroyable qui s'appelle les 900 conclusions, dont le texte, la citation que je vous ai donnée fait partie. C'est une sorte de synthèse de tous les savoirs disponibles à son époque, à savoir la sagesse chrétienne évidemment, mais aussi juive, musulmane, platonicienne, aristotélicienne, épicurienne, stoïcienne, zoroastrienne, égyptienne, etc. Donc c'est une sorte d'esprit universel qui parlait toutes les langues, qui connaissait toutes les traditions philosophiques et qui pensait que c'était cette connaissance générale, globale, qui permettait d'accéder à l'ultime connaissance qui était la connaissance de Dieu. Il a écrit un autre traité qui s'appelle le Commentaire sur une chanson d'amour, où il développe plus particulièrement des thèses platoniciennes sur l'importance de l'amour comme moteur fondamental qui fait tourner le monde. Alors c'est pas l'amour au sens de l'attraction très forte entre deux personnes humaines. Là c'est un amour beaucoup plus général qui peut même exister entre des choses inanimées. Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière, il faut revenir à l'Antiquité. Il faut revenir en particulier à ce philosophe présocratique qui s'appelle Empédocle. Alors, Empédocle, il a en fait été à l'origine d'une théorie qui s'est imposée pendant 2000 ans, donc en gros jusqu'à l'époque de Pic de la Mirandole, selon laquelle le monde est composé de 4 éléments.
Donc les 4 éléments, vous les connaissez, c'est l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc ça, c'est une théorie qui vient d'Empédocle. Mais ces 4 éléments, ils sont tout le temps en interaction, ils sont tout le temps en mélange les uns avec les autres, et ces mélanges se forment à partir de deux forces antithétiques. D'un côté, il y a une force qui rassemble, c'est ce qu'il appelle la loi d'Aphrodite, donc c'est la force de l'amour, ou, pour prendre un mot grec, la force de la sympathie. La force de la sympathie, c'est une force qui a tendance à assimiler les choses, à les voir s'assembler et s'unir. De l'autre côté, vous avez le contraire, évidemment, qui est la force de l'antipathie. Et la force de l'antipathie, elle éloigne les choses les unes des autres. Selon Empédocle, ce double mouvement de sympathie et d'antipathie, il est continu, il transforme les choses en permanence, et c'est ça qui explique, selon lui, eh bien, l'existence de la vie et de la mort, et plus généralement l'apparition de nouvelles choses dans le monde, ou aussi la permanence de certains êtres. Par exemple, c'est comme ça qu'il explique la perpétuation des espèces. Comment ça se fait que les humains engendrent des humains, que les chiens engendrent des chiens, etc. Eh bien, c'est à cause de la loi de la sympathie. En effet, les humains, ils sont en sympathie les uns avec les autres, donc ils ont tendance à s'assembler. Mais par contre, on ne peut pas assembler un humain avec un chien, parce que les chiens et les humains sont en antipathie, en tout cas du point de vue de leur espèce. Donc vous voyez, ça n'a pas de rapport avec ce que nous on appelle sympathie et antipathie comme des affects, c'est des lois fondamentales. Une petite pause. Cette loi de la sympathie, elle s'applique aussi à des choses qui n'ont pas une relation immédiatement compréhensible. Par exemple, Empédocle, il disait qu'il y avait un chien, c'est une anecdote qui est rapportée assez souvent, il y avait un chien qui était tout le temps attiré par un certain carreau de céramique sur le sol de sa maison, et il se couchait que sur ce carreau de céramique. Et on demande à Empédocle, mais pourquoi ce chien, à ton avis, il se couche là tout le temps? Et il dit, bah, c'est parce qu'il doit avoir une relation de sympathie avec ce carreau de céramique. Il doit avoir un certain lien avec ce carreau de céramique, et ce lien, donc, qui expliquait selon lui la sympathie, c'était un lien de ressemblance. Alors, ça peut paraître bizarre, on peut penser par exemple qu'il y avait une forme qui ressemblait à un chien sur le carreau de céramique. Ça, c'est pour vous faire comprendre un petit peu que la sympathie, elle peut affecter non seulement des êtres qui appartiennent à la même espèce, mais des êtres qui appartiennent à des espèces qui apparemment n'ont pas de lien. Et tout le travail finalement des savants de l'époque d'Empédocle, donc au 5e siècle avant notre ère, jusqu'en 1500 environ, c'était justement de trouver ces liens de sympathie entre des choses qui parfois eh bien, ne se ressemblaient pas ou n'avaient pas de lien apparent. Un autre exemple qui est souvent donné, pour vous faire comprendre ça, c'est pourquoi est-ce que les choses tombent. Par exemple, si je fais tomber mon verre, il va tomber et ça va renverser l'eau partout. Alors, ce n'est pas à cause de la loi de la gravitation universelle, puisque ça, c'était une loi qui a été trouvée par Newton, et donc on ne connaissait pas à l'époque d'Empédocle ou à l'époque de Pic de la Mirandole. Mais simplement, on disait que les choses qui tombent, c'est parce qu'elles contiennent de la terre dedans. Vous vous rappelez que chaque chose est composée des 4 éléments. Et donc les choses qui tombent, comme elles sont plus porteuses de terre que d'autres choses, par exemple les nuages, qui sont composés d'eau et surtout d'air, eh bien, les choses qui comportent de la terre sont attirées par la terre, et donc vont essayer d'attraper la terre ou de s'assimiler à la terre. C'est un système qui, donc, comme je vous disais, a perduré pendant 2000 ans et qui est une explication physique du monde global. C'est aussi une science pratique qui avait des applications, par exemple, médicales. Ça permettait de guérir les gens. Et donc les médecins faisaient aussi usage de cette science de la sympathie et de l'antipathie. Un exemple que vous allez comprendre tout de suite, c'est le fenouil. Le fenouil, ça guérit les yeux.
et on conseille depuis l'Antiquité de prendre du jus de fenouil en collyre et de se le mettre sur les yeux si on a mal aux yeux. Pourquoi? Eh bien parce que le fenouil, en fait, ressemble, si vous prenez le globe du fenouil, ça ressemble à un œil. Donc, les choses qui se ressemblent ont un lien de sympathie. Autre exemple qui vous montre que c'est une loi qui fonctionne de manière cosmique, on pouvait aussi faire de l'astrologie à cette époque-là, c'était inclus dans le système. Et par exemple le tournesol, vous savez toutes et tous que le tournesol il est attiré par le soleil, donc il a un lien de sympathie avec le soleil, mais si on voulait s'attirer les faveurs du soleil, c'est-à-dire les faveurs d'Apollon dans le système astrologique, eh bien pareil, on pouvait par exemple manger de l'huile de tournesol et ça vous attirait les faveurs d'Apollon, qui était un dieu très très bénéfique, très puissant. Donc le savant, c'est quelqu'un qui trouve les relations de sympathie entre les choses parce que ça permet d'avoir une action sur ces choses, une action éventuellement à distance. À partir du moment où on trouve un lien de ressemblance entre les choses, on peut avoir une action sur ces choses qui se ressemblent. Une conséquence importante de ce système, c'est qu'il n'y a pas de séparation a priori entre ce qui est animé et ce qui est inerte, entre les humains et les animaux ou les autres choses qui peuplent le monde. En fait, tout est régi par ce système de sympathie et d'antipathie, et à la limite, tout peut être relié avec tout. Donc le monde s'organise par un système de circulation de ces relations de sympathie et d'antipathie, créant un état d'équilibre instable, et le monde il est comme ça, dans cet état d'équilibre instable, entre des choses qui se rapprochent tout le temps et des choses qui s'éloignent tout le temps. Le corps humain, il fait partie de ce système. Ce n'est pas un élément essentiel dans le système, c'est un des éléments qui peut être en sympathie ou en antipathie avec les autres choses. Et là, je vais vous donner une autre citation de quelqu'un que vous connaissez toutes et tous, c'est Léonard de Vinci. Donc, dans un de ses carnets, voilà ce qu'il dit. « Rien ne naît là où il n'existe ni fibre sensitive ni vie rationnelle. Les plumes poussent sur les oiseaux et se renouvellent tous les ans. Le poil pousse sur les animaux et chaque année, sauf en certaines parties, comme la moustache des lions, des chats et créatures de même espèce. L'herbe croît dans les prés, les feuilles sur l'arbre, et chaque année, elle se renouvelle en grande partie. » Donc là, il dit qu'il y a un esprit d'accroissement dans chaque chose, en fait, que ce soit des choses animales, comme les moustaches des chats, ou l'herbe dans les prés. Nous pouvons donc dire qu'un esprit d'accroissement anime la Terre. Sa chair est le sol. Ses os sont les stratifications successives des rochers qui forment les montagnes. Ses cartilages sont le tuf. Son sang, les eaux jaillissantes. Le lac de sang qui se trouve autour du cœur est l'océan. Son souffle s'est traduit par l'élévation et l'abaissement du sang dans le pouls, comme pour la Terre, le flux et le reflux de la mer, c'est-à-dire la marée. La chaleur vitale du monde est le feu, influe par toute la Terre, et son esprit créateur réside dans les feux qui, sur les divers points du globe, s'exhalent en sources thermales, en mines de soufre et en volcans, comme le mont Etna en Sicile et en plusieurs autres endroits. Donc ce que dit Léonard de Vinci, c'est qu'il y a une analogie entre le corps humain, avec ses veines, avec ses différents membres, et le monde. C'est une analogie bien connue qu'on appelle le microcosme, le corps humain, et le macrocosme, qui est le monde. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais c'est une analogie poétique. C'est joli de dire que les veines sont les fleuves du corps et réciproquement. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas poétique pour Léonard de Vinci. C'est juste un exposé de physique, c'est la physique, la science de la nature, la plus conventionnelle possible à son époque, la plus admise à son époque. Et il faut bien comprendre aussi que ce système, je pense que vous le sentez, il est complètement à l'opposé du système scientifique dans lequel nous vivons, et donc, depuis lequel la science occidentale fonctionne en gros depuis le XVIIe siècle. C'est ce que l'anthropologue Philippe Descola a appelé le naturalisme dans ce livre fondamental Par-delà nature et culture. Le naturalisme, donc, qui, selon Descola, émerge vraiment au XVIIe siècle, donc après la Renaissance,
Eh bien, il réside sur l'idée d'un grand partage entre, d'un côté, le monde physique, qui obéit à certaines lois, et ces lois n'ont plus rien à voir avec la loi de sympathie et d'antipathie, mais plutôt avec la loi de la gravité, avec la thermodynamique, le fonctionnement des particules élémentaires, etc. Tout ce qu'on apprend dans les cours de physique et de biologie aujourd'hui. Donc ça, c'est le monde physique d'un côté, et de l'autre, vous avez le monde culturel. Et le monde culturel, il est réservé aux humains. Il n'y a que les humains dans ce système naturaliste qui ont de la culture. Et ça fait d'eux une espèce à part, et même une espèce privilégiée. Dans le naturalisme, les humains, ils appartiennent au monde physique, bien sûr. On dit qu'on est des mammifères, on dit qu'on est des vertébrés. Mais dans ces mammifères, les humains sont les seuls à avoir de la culture. C'est-à-dire, ça veut dire quoi avoir de la culture? Ça veut dire que l'évolution de l'espèce humaine ne suit pas une évolution naturelle. Et le fait que l'espèce humaine ait échappé à l'évolution naturelle, ça s'appelle classiquement l'histoire. L'histoire, c'est les actions humaines qui ont modifié l'évolution de l'espèce humaine de telle sorte qu'elle échappe finalement à l'évolution naturelle que connaissent toutes les autres espèces. Donc dans le naturalisme, vous avez une coupure, un grand partage, comme dit Descola, entre ce qui est humain, culturel d'un côté, et ce qui est naturel de l'autre. Et ça, c'est encore une fois le système selon lequel on vit encore aujourd'hui. Et c'est, si vous lisez par exemple le grand naturaliste du XVIIIe siècle Buffon, ou si vous lisez encore avant Descartes, eh bien, ce sont les fondateurs de cette science naturaliste. Et une des conséquences, c'est Descartes qui la formule dans le discours de la méthode. Il dit que la science nous permet de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. L'idée que nous soyons, nous les humains, maîtres et possesseurs de la nature, c'est une idée qui serait impensable à la Renaissance et bien sûr dans l'Antiquité, puisqu'il n'y avait pas vraiment de concept de nature comme opposé au monde humain, au monde de la culture, à ces époques-là. Justement parce que le système d'Empédocle, l'antipathie et la sympathie faisaient que tout était relié avec tout, et qu'un humain pouvait être aussi bien relié avec des rochers qu'avec des végétaux ou qu'avec d'autres animaux. Et donc, le rôle du savant, il est très différent entre l'époque de Descartes ou de Buffon ou de Darwin et l'époque de Pic de la Mirandole ou de Léonard de Vinci. Il est très différent parce que le savant pour Pic de la Mirandole, c'est quelqu'un qui doit comprendre comment fonctionnent ces relations de sympathie et d'antipathie. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours évidentes. Là, je vous ai donné tout à l'heure des exemples très faciles, le fenouil, le tournesol. On l'entend même dans le mot fenouil. En fait, ça veut dire fine œil. Tournesol, bon, le sens est évident. Mais en fait, dans la plupart des choses, les relations de sympathie et d'antipathie, elles sont cachées. Et donc, le rôle du savant à cette époque-là, c'était de trouver ces relations cachées. Il pensait que dans les choses, il y avait ce qu'ils appelaient des signatures. Les signatures, c'était des petits indices qui permettaient en fait de comprendre que certaines choses étaient reliées à d'autres par des liens de sympathie. La science qui cherche à trouver ces signatures cachées donc dans les choses, eh bien, ça s'appelle à la Renaissance la magie naturelle. Et c'est là où on retrouve la citation de Pic de la Mirandole que j'ai donnée tout à l'heure. Faire de la magie n'est pas autre chose que marier le monde, c'est-à-dire être magicien, c'est trouver des relations cachées de sympathie et de ressemblance entre les choses pour avoir une action sur elles. À côté des savants, il y a une autre catégorie de personnes à la Renaissance qui sont des experts dans la recherche des ressemblances, ce sont les artistes. Alors, on a toujours cette formule de la Renaissance, de l'art qui cherche à imiter la nature, mais en fait, dit comme ça, c'est un peu pauvre par rapport à ce que ça implique réellement à cette époque. En fait, pour aller au fond de l'idée, il faudrait dire que être artiste, être savant ou être magicien à la Renaissance, c'est quasiment la même chose. C'est la même chose dans le sens où ce sont des gens qui sont les spécialistes de la recherche de la ressemblance.
alors, à la Renaissance, c'est quoi, qu'est-ce qui fait un artiste? Pourquoi il cherche des ressemblances? Par exemple, faire un portrait. Un portrait, bon, bah, c'est très banal. On a des portraits dans tous les musées depuis le XVe siècle. En quoi est-ce que c'est de la magie, faire un portrait? Eh bien parce que, en fait, le portrait était considéré comme un substitut de la personne qui était représentée. Mais un substitut qui pouvait prendre sa place. On pouvait, par exemple, discuter avec un portrait. On pouvait tomber amoureux ou amoureuse d'un portrait, et donc de la personne qui est représentée dans le portrait. Et vous avez, par exemple, dans les familles aristocratiques, les familles princières de cette époque-là, il y avait une habitude, comme c'était souvent des familles où on faisait des mariages arrangés, eh bien, on ne s'embarrassait pas trop en fait de savoir si les fiancés étaient amoureux l'un de l'autre. Et donc ce qu'on faisait, c'était qu'on envoyait des portraits de la fiancée ou du fiancé à l'autre partie. Je vous montre un exemple de Rubens, un tableau qui se trouve au Louvre. Donc c'est pour vous dire que c'est une pratique qui perdure encore après le XVe siècle. Là c'est Henri IV qui reçoit le portrait de Marie de Médicis. Et en fait l'effet de la ressemblance permet à Henri IV de tomber amoureux de Marie de Médicis à distance. Donc, lien de sympathie qui est créé grâce à l'image. Autre exemple que vous connaissez sûrement, c'est les poupées vaudou. Ce qu'on appelle les poupées vaudou aujourd'hui. Vous savez, les petites poupées, on met, je ne sais pas, un poil ou un cheveu d'une personne ou des remures d'ongles, et puis on met des petits pics et ça l'affecte. En fait, cette pratique-là, elle n'a rien de vaudou. Elle existe depuis l'Antiquité. Vous avez des poupées égyptiennes, par exemple, antiques, qui sont comme ça plantées d'aiguilles. Et c'était une pratique qu'on connaissait et qu'on faisait aussi à la Renaissance. Donc on utilise aussi là cette théorie de la sympathie pour agir sur la personne à travers une effigie à sa ressemblance. Donc un artiste qui crée de la ressemblance, il fait comme le magicien, il fait comme le savant, c'est-à-dire qu'il fabrique de la ressemblance, il trouve des liens de ressemblance pour créer des états de sympathie, créer des liens, marier d'une certaine manière des choses. Il va marier finalement quoi? Il va marier de la matière comme du bronze, comme de la pierre s'il fait de la sculpture, comme de l'argile, ou du bois avec de la peinture si c'est un peintre. Il va transformer ça pour lui donner justement une forme qui va ressembler à la chose sur laquelle il va avoir une action. C'est aussi comme ça qu'étaient expliqués les fossiles. Les fossiles, on ne pensait pas à la Renaissance que c'était des animaux qui avaient été fossilisés par l'action de la pétrification, et que c'était surtout des êtres très très anciens. On pensait en fait que c'était la nature elle-même qui produisait des formes. Et du coup, la nature elle-même était artiste. Vous avez pas mal de textes de la Renaissance qui font l'équivalence finalement entre les peintres, les sculpteurs et la nature elle-même. Et donc dire qu'un artiste imite la nature, en fait, il faut bien comprendre comme plutôt ça imite le processus de fabrication de formes, de fabrication de ressemblances qui est déjà à l'œuvre dans la nature. Donc pour récapituler, la physique d'Empédocle, qui est aussi celle de Pic de la Mirandole ou de Léonard de Vinci, se fonde sur l'idée que le monde est une sorte d'organisme vivant dans lequel les choses sont tout le temps en lien de sympathie et d'antipathie. Elles ont tendance à se ressembler ou à dissembler. Et c'est cette combinaison, ces forces qui attirent ou qui éloignent les choses, qui fabriquent des ressemblances ou qui fabriquent des dissemblances et qui, du coup, permettent de comprendre les espèces, la formation des espèces, la diversification des espèces, ou au contraire, leur perpétuation. Faire de l'art, c'est comme la magie naturelle, finalement, c'est créer des ressemblances pour avoir une action sur les choses, même si au départ, elles n'ont pas une relation, un lien évident. Alors, maintenant vous allez me demander, mais quel rapport avec la marche au vide?
Alors évidemment, il n'y a pas trop de références explicites à la magie naturelle de la Renaissance dans leur travail, mais il y a plusieurs points qui, à mon avis, peuvent être mis en relation avec le mode de pensée prémoderne que je vous ai présenté. Donc d'abord, on peut s'intéresser aux médiums utilisés par la marche aux Vises, et comme vous avez pu le constater dans l'exposition, c'est des artistes qui n'emploient pas beaucoup ou pas du tout le numérique. Vous n'allez pas avoir de travail de vidéo, de réalité virtuelle ou encore moins d'intelligence artificielle dans leur travail. Au contraire, vous allez avoir des médiums qui sont très anciens, la peinture évidemment, le dessin, mais aussi la sculpture, la céramique, la tapisserie. À la limite, on pourrait expliquer matériellement leur travail comme un travail sur les 4 éléments. Si vous prenez juste l'exemple de la céramique, j'ai un gros plan, voilà. Ça, c'est une pièce plus ancienne qui n'est pas dans l'exposition. La céramique, c'est quoi finalement? C'est le mariage des 4 éléments. Vous avez la terre, évidemment, l'argile, l'eau pour modeler la terre, mais vous avez le feu pour la cuire et l'air qui aussi est nécessaire dans le processus de combustion dans le four. Et on pourrait comme ça décliner, vous avez vu dans l'exposition, il y a ces grandes vagues avec les tableaux remplis de méduses, donc il y a je dirais un cycle de leur travail autour des créatures marines. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples de cet intérêt, je dirais, primordial pour les 4 éléments chez eux. Même l'allusion à Bachelard dans plusieurs de leurs pièces, L'eau et les rêves, ça renvoie encore à cette magie prémoderne. Ce qui est intéressant avec ce refus des nouvelles technologies chez eux, c'est que en fait, c'est assez symptomatique d'une certaine tendance dans l'art contemporain à se tourner vers des médiums qui étaient considérés auparavant comme plutôt ringards. La céramique, typiquement, il m'avait dit, la marche aux Vises, que quand ils ont commencé leurs études d'art, au début des années 2000, eux, ils adoraient la céramique, mais personne n'en faisait dans l'école d'art, et personne n'en faisait dans le monde de l'art, ou très peu de gens. C'était vraiment considéré comme associé à la poterie, associé aux arts décoratifs, enfin un art amateur quasiment, pas très intéressant, pas très noble. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, la céramique a connu un succès inattendu, qui fait que maintenant il y a beaucoup d'artistes qui se sont mis à la céramique, et vous avez des grandes expositions sur la céramique. La marche aux Vises ont participé par exemple l'année dernière à une très grande exposition au musée d'art moderne de Paris qui s'appelait Les Flammes, qui était entièrement consacrée à la céramique, et là je vous montre la pièce qu'ils avaient montrée, qu'ils avaient exposée. Cet intérêt pour la céramique et pour les médiums anciens, on pourrait parler aussi de leur collaboration avec des fabricants de tapis marocains, eh bien, on peut le comprendre donc comme un effet de contemporanéité, paradoxalement, dans la mesure où ça s'inscrit comme une réaction contre une incitation très forte dans le milieu de l'art, mais plus généralement dans la société contemporaine, à aller vers les nouvelles technologies. Les arts numériques, par exemple, sont très soutenus par les pouvoirs publics, ils sont très soutenus aussi par des grandes entreprises comme les GAFAM, Google, Apple, etc. Et ce goût qu'on a aujourd'hui pour les nouvelles technologies, il s'explique par une idéologie qui est l'idéologie du progrès. Une idéologie qui remonte au XIXe siècle, donc c'est intéressant parce que c'est une idéologie qui est vraiment contemporaine de l'apogée du naturalisme. Et cette idéologie du progrès consiste à dire que plus les technologies vont progresser, en gros, mieux le monde va se porter. Ce qui est évidemment pas du tout certain. Et donc beaucoup d'artistes comme la marche aux Vises, mais ce n'est pas les seuls, en gros, ils critiquent cette notion de progrès technologique et ils renvoient plutôt à des médiums et à des pratiques beaucoup plus anciennes. Et là aussi, c'est un mouvement assez contemporain finalement,
il y a toute une tendance chez les ingénieurs, par exemple, à aller vers ce qu'ils appellent le low-tech. Le low-tech, ça s'oppose au high-tech. Le high-tech, c'est les nouvelles technologies, les technologies numériques. Le low-tech, c'est quoi? C'est pas simplement des pratiques artisanales, manuelles, etc., mais c'est plutôt un ensemble de réflexions et de pratiques techniques qui visent à partir de l'idée qu'une bonne technologie, c'est pas la technologie la plus perfectionnée, la plus nouvelle, mais c'est la technologie qui est la plus adaptée à un monde qui est limité. Autrement dit, c'est une technologie soutenable, économiquement, mais aussi écologiquement. Et ça, c'est un mouvement maintenant international, le mouvement low-tech, donc qui comprend des ingénieurs, qui comprend des gens qui vivent proche comment dire, des lieux où il y a des pénuries, des pays où il y a un manque de technologie, donc c'est des situations de contrainte, mais il y en a aussi beaucoup qui se sont développés, ces mouvements low-tech, dans les pays avancés, y compris en France. Il s'agit vraiment d'une analyse quasiment politique de la technologie en disant la technologie low-tech, elle est plus démocratique parce qu'elle est plus accessible. Et en plus, elle est plus écologique parce que, justement, elle se base sur l'idée que le monde a des ressources limitées, contrairement aux nouvelles technologies qui sont très énergivores et qui créent des inégalités entre les pays et entre les populations, entre celles qui ont y accès et celles qui n'y ont pas accès. Alors, ce recours donc aux anciennes techniques, comme la céramique ou la tapisserie ou le dessin, donc il a un côté très contemporain. Assez paradoxalement. Mais c'est aussi un intérêt qu'on voit chez eux, chez la marchandise, pour déhiérarchiser les médiums. Ce que je veux dire par là, c'est que dans, disons, le système des beaux-arts conventionnels, qui se met en place toujours à cette époque du naturalisme moderne, c'est-à-dire en gros au XVIIIe, XIXe siècle, vous avez une très forte opposition entre ce qui relève des beaux-arts, des arts nobles, et puis les arts décoratifs, qui sont les arts appliqués, qui sont les arts qu'on va voir servir de décoration pour les intérieurs. Chez la marchandise, eh ben, en fait, leur pratique vise à faire éclater cette opposition entre beaux-arts et arts décoratifs. En fait, quand on voit une exposition de la marchandise, on a toujours un peu cette impression qu'on est entre la visite de musée et la visite d'appartement. Là, c'était assez flagrant dans cette autre exposition à Montbéliard l'année dernière. Ils avaient installé leur tapis, des lumières, un banc et puis des tableaux qui pouvaient très bien décorer les murs. En fait, cette façon de, là aussi, s'opposer à cette séparation, à cette hiérarchie entre beaux-arts et arts décoratifs, ça nous renvoie encore à une période pré-moderne, à la période de Léonard de Vinci par exemple, où en fait il n'y avait pas vraiment cette séparation. Léonard de Vinci, on le connaît comme le peintre de la Joconde, mais en fait on se tromperait beaucoup en pensant que c'est juste un peintre de tableaux de chevalet, comme Picasso. En fait, Léonard de Vinci, sa principale activité, c'était d'organiser des fêtes et de faire des décorations de fêtes pour le duc de Milan. On sait aussi, par exemple, pour prendre un autre contemporain de Léonard de Vinci, Botticelli, on sait qu'à côté des grands tableaux qu'on connaît comme La naissance de Venise, il peignait aussi des bannières pour des tournois. Il peignait aussi ou dessinait des modèles pour des tapisseries ou pour des pièces d'orfèvrerie. Donc, à la Renaissance, en fait, il n'y avait pas vraiment de concept d'artiste. Les gens comme les peintres comme Botticelli ou Léonard de Vinci, c'était des artisans. Finalement, la Marchovise, il revendique un peu cette posture de l'artisan, qui finalement ignore la séparation entre beaux-arts et art décoratif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça renvoie à une autre figure très importante pour la Marchovise, qui est la figure, oui, là je vous montre une autre image, juste pour vous montrer que
parfois ils décorent vraiment des intérieurs. Donc là c'est un lieu à Bruxelles qui s'appelle la Fondation Thalie, qui est en fait une résidence d'artistes. Ils ont décoré la salle à manger et même la salle de bain. Et donc cette attitude de refus de la séparation entre beaux-arts et art décoratif, cette posture artisanale qu'ils ont adoptée, ça renvoie à ce personnage très important pour eux et très important pour l'histoire de l'art, qui est William Morris. Là, vous voyez un tableau qui n'est pas dans l'exposition, où il y a un portrait de William Morris. Alors William Morris, c'est un artiste britannique de la fin du 19e siècle. C'est le fondateur du mouvement Arts and Crafts. Donc Arts and Crafts, ça veut dire art et artisanat. Et déjà rien que le titre vous indique que c'est quelqu'un qui a toujours cherché dans sa carrière à concilier justement ce qui était considéré comme opposé à son époque, c'est-à-dire les beaux-arts et l'artisanat. Mais William Morris était aussi un socialiste au sens du 19e siècle, c'est-à-dire quasiment synonyme de communiste. Et qu'est-ce qu'il voulait dire William Morris? Qu'est-ce qu'il faisait en fait? Eh bien, il avait une idée, il avait même une utopie, qui était que le monde tel qu'il le voyait, donc là on est en Angleterre au 19e siècle, c'est-à-dire à l'apogée de la révolution industrielle. Et il voit les villes grandir, s'obscurcir des fumées d'usines, il voit une masse de population d'ouvriers s'appauvrir, vivre et travailler dans des conditions complètement misérables, et lui ça l'indigne, et il oppose à ça l'artisan médiéval. Et il dit, moi mon modèle c'est l'artisan médiéval. L'artisan médiéval contre l'ouvrier moderne, contre l'ouvrier industriel. Alors il n'est pas contre les ouvriers, il est contre le système industriel qui fait que les ouvriers finalement travaillent, mais en s'appauvrissant, travaillent, mais en enlaidissant le monde, travaillent, mais finalement en étant malheureux. Et il dit au contraire, l'artisan médiéval, c'était quelqu'un qui prenait du plaisir dans son travail. Il prenait du plaisir dans son travail parce qu'il faisait tout lui-même et parce qu'il y ajoutait quelque chose de lui-même. Il y ajoutait une touche artistique. Et c'est là que ça l'intéresse particulièrement, c'est que l'artisan médiéval, c'est en fait un artiste également. Je vous donne une citation de William Morris. Donc là, il parle de l'artisan médiéval. Il travaillait pour assurer sa propre subsistance et non pour enrichir un maître. Mais, je le répète, survenir à ses besoins n'était pas si pénible. Ainsi avait-il de nombreux loisirs et maîtrisant son temps, ses outils et la matière première, et il n'était pas contraint de produire des objets de pacotille, mais pouvait se permettre de prendre plaisir à orner son ouvrage. Alors ça c'est intéressant, cette idée de orner son ouvrage, parce que l'ornement, classiquement, ça fait partie des arts décoratifs. Par exemple le papier peint ou la céramique, c'est considéré comme des arts d'ornement. On va faire des jolis vases en céramique pour mettre des fleurs, et c'est pas considéré comme faisant partie des beaux-arts. Mais justement, William Morris, il est pour l'ornement et il est pour l'artisanat. Exactement comme la marchandise. Pourquoi? Parce que finalement, un art d'ornement, un art artisanal, c'est un art qui fait plaisir à l'artisan, qui le fabrique, mais c'est un art aussi qui fait plaisir aux gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que c'est un art qui est utile pour la vie quotidienne. Et ça, c'est vraiment fondamental pour William Morris et aussi pour la marchandise, dans le sens où ça s'oppose à ce que William Morris appelait l'art d'élite, qui est en fait un art déconnecté de la vie. Un art, en gros, qui va servir uniquement à la contemplation et au plaisir des esthètes, et qui va servir à être vu simplement dans les intérieurs bourgeois ou dans les musées. Pour William Morris, il n'y avait rien de plus opposé à un cadre de vie sympathique qu'un musée. Alors, je ne dis pas que la marchandise, ils reviennent à l'artisan médiéval. William Morris, quand il avait une entreprise d'ameublement, de tapisserie, de papier peint, de vitraux, enfin il faisait tous les arts dans son entreprise, la William Morris Company. Là je vous montre un exemple de sa maison, la Red House, entièrement décorée par William Morris et son équipe. Donc vous voyez qu'il y a un côté très médiéval. Donc lui il adorait le Moyen-Âge,
et il adorait les formes médiévales. Bon, c'est tout le mouvement néo-gothique anglais. Je ne dis pas qu'il y a ça chez la Marchovise, même si on pourrait trouver ça et là certaines formes qui rappellent le Moyen-Âge, par exemple le politique. Il y a plusieurs exemples dans l'exposition. Il y a aussi dans l'exposition un petit tableau que bon, je n'avais pas en photo, mais que j'ai vu tout à l'heure, qui est un hommage à Cluny, la célèbre abbaye romane. Vous le verrez, c'est un petit tableau avec un chapiteau du musée de Cluny. Donc il y a voilà, je dirais, des indices un peu discrets de cette référence au Moyen-Âge, mais à travers la référence au Moyen-Âge, il faut bien voir que c'est une référence à William Morris et donc à un des théoriciens et un des praticiens de la non-séparation entre l'artisan et l'artiste. L'important, à mes yeux, c'est plus que les références directes au Moyen-Âge dans le travail de la Marchovise, c'est la question du plaisir. Le plaisir de faire de l'art, de peindre, le plaisir de dessiner, c'est quelque chose qui est très sensible dans leur travail. Quand on le voit, ça saute aux yeux par exemple les couleurs éclatantes, ça saute aux yeux par la prolifération des formes. Il y a vraiment quelque chose comme une sorte de générosité dans leur travail qui à la fois montre qu'ils prennent du plaisir à dessiner, à peindre, à faire ces céramiques. Il y a beaucoup d'humour aussi dans les détails de leurs tableaux, de leur composition. Mais ça fait plaisir aussi aux spectateurs et aux spectatrices qui voient ça. On en sort, enfin moi j'en sors toujours avec une sorte d'énergie renouvelée. Il y a aussi dans cet art de la prolifération, des assemblages un peu bizarres, quelque chose qui m'a fait penser depuis longtemps aux grotesques de la Renaissance. Les grotesques de la Renaissance, c'était un motif ornemental très couru, très apprécié au XVIe siècle. Là, je vous montre un exemple français qui vient de la bâtie d'Urfé. Et à côté, bon, une pièce suspendue de la Marchovise. En fait, ces grotesques, c'est des assemblages entre des parties de corps humain, des parties de corps animal, des parties d'architecture, des parties de végétaux. Et c'est des assemblages complètement, à première vue, impossibles et absurdes. Et en fait, il faut bien comprendre que les grotesques, c'est pas juste un délire comme ça de peintre du XVIe siècle, mais c'est finalement une expérimentation sur la sympathie que peuvent avoir des êtres entre eux quand on les combine, même si on ne les observe pas comme ça à l'œil nu dans la nature. Donc il y a une démarche expérimentale et quasiment un jeu avec les formes, avec les choses, avec les êtres, dans les grotesques, qui va de pair avec cette magie naturelle dont je vous parlais. Et finalement, c'est quelque chose qu'on va aussi un peu retrouver chez la Marchovise si on entre un peu plus dans le détail de ce qu'on voit dans leur travail, avec ces formes d'assemblage entre des choses qui apparemment ne vont pas ensemble. Alors, je reviens à un tableau qui se trouve dans l'exposition. Bon, on pourrait, à première vue, le qualifier comme une sorte de paysage, même si la Marchovise réfute ce terme de paysage. En fait, ça pourrait faire penser à des paysages aussi du XVIe siècle, comme ceux de Jérôme Bosch ou de Peter Bruegel. Il y a plusieurs pièces qui sont des hommages à Peter Bruegel. C'est les pièces qui s'appellent Peter and Us. Où on peut penser aussi à Alice au Pays des Merveilles. Moi, c'est les champignons géants qui me font penser à Alice au Pays des Merveilles. Ce qu'il y a de commun entre les tableaux de la Marchovise, ceux de Jérôme Bosch ou Alice au Pays des Merveilles, eh ben, c'est quelque chose qui est très visible et évident. En fait, c'est les distorsions d'échelle. Vous avez un refus des proportions naturelles telles qu'on pourrait les voir dans des tableaux en perspective. Vous savez, la perspective, ça a été aussi inventé à la Renaissance et on considère, les historiens des sciences considèrent que c'est le grand instrument de mesure du monde qui s'impose à l'époque moderne
justement pour développer cet esprit naturaliste de maîtrise du monde, comme disait Descartes. La perspective, elle impose un certain point de vue sur le monde et elle impose une proportionnalité des choses en fonction de ce point de vue. Chez Lamarck Chauvis, mais aussi chez Jérôme Bosch, ou dans le monde de Alice au pays des merveilles, le monde des merveilles, il n'y a plus de perspective. Autrement dit, il n'y a plus de règles de proportionnalité, il n'y a plus de point de vue privilégié. Et notamment, il n'y a plus de point de vue humain privilégié. En fait, l'humain, il existe, mais il est caché dans le reste. Il est un élément parmi les autres. Et vous voyez que vous pouvez avoir des champignons qui sont beaucoup plus grands que les êtres humains. Vous pouvez avoir des objets célestes qui vont être aussi grands que des fleurs ou aussi petits que des fleurs. Vous pouvez avoir des choses qui, on ne sait pas si elles sont devant ou derrière. Il y a tout le temps des superpositions. On peut parler de collage, puisque c'est vraiment une technique qu'ils utilisent, pas forcément littéralement. Ils vont pas, pardon. Ils vont pas coller des choses, des morceaux de magazines ou de papier journal comme faisaient les cubistes, par exemple, mais ils vont prendre des choses qu'ils observent autour d'eux, ils vont prendre des photos, ensuite ils vont faire des dessins, et ensuite ils vont assembler ces dessins. Donc ils font des sortes de collages de dessins qui peignent ensuite, ce qui fait cet aspect très diversifié dans leur iconographie, mais aussi cette espèce d'éclatement, de chaos visuel. Donc vous pouvez avoir des distorsions d'échelle. Vous voyez le ver de terre géant, par exemple, sur la gauche, ou la chouette, le hibou géant, et ça ne les gêne pas du tout, en fait, parce que, encore une fois, ils refusent la perspective, donc ils refusent d'adopter un point de vue, qui est le point de vue humain qui s'impose sur le monde. En fait, on est comme plongé au milieu du monde, au milieu d'une sorte de chaos, dans lequel on n'a plus de règles, en fait. On n'a plus de règles connues pour entrer dans cet univers. Et donc, il faut trouver d'autres règles pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là où la magie peut nous aider. La magie au sens de la Renaissance, c'est-à-dire la magie naturelle. Vous vous rappelez que cette magie naturelle, elle fonctionne sur l'idée d'analogie, de ressemblance cachée entre les choses. Et par exemple, si on prend des formes rondes comme ça, vous voyez qu'il peut y avoir des analogies qui opèrent entre ces objets célestes, ces lunes, et puis des fleurs. Ou bien la spirale de la galaxie de la grande fresque du Grand Mural qu'il y a dans l'exposition, on peut l'assimiler à une spirale d'ammonite. Je parle d'ammonite ici, bon, il y a plein de spirales dans la nature, mais je parle d'ammonite évidemment parce qu'on est dans un contexte où les créatures paléontologiques, les fossiles sont évidemment partout dans l'exposition. On peut comparer la galaxie avec l'ammonite parce qu'il n'y a plus de problème d'échelle. Donc un objet qui mesure des dizaines de centimètres va être comparé ou comparable à une galaxie qui mesure évidemment des centaines de millions de kilomètres parce qu'on n'a plus ce souci de se dire où est-ce qu'on se trouve. En fait, on se trouve à tous les niveaux, on se trouve au niveau qu'on choisit finalement. Et c'est là où le travail de Lamarck Chauvis il rejoint celui des savants et des artistes de la Renaissance, à mon avis. C'est que c'est un travail qui demande au spectateur ou à la spectatrice de s'incorporer et de trouver ces liens, de chercher ces liens de ressemblance cachés, de chercher ces analogies. Eux, ils présentent le monde dans une espèce de chaos, comme on pouvait le voir à la Renaissance, et ensuite il faut chercher ces liens cachés. Et donc c'est très fascinant quand on voit l'exposition. Ensuite, on regarde les tableaux et puis on se dit « Ah, mais ça peut ressembler à ça ». Et c'est pas évident au premier abord. Et en fait, plus on regarde les tableaux, plus on s'aperçoit qu'il peut y avoir comme ça des liens entre des objets, des choses, des figures qui ne sont pas immédiatement visibles. Alors, j'en viens à mon troisième point. J'essaye de vous montrer en quoi est-ce que le travail de Lamarck Chauvis il fait référence à des modes de pensée prémodernes
donc la magie de la Renaissance, mais aussi à des réflexions sur l'art qui sont critiques de cet esprit moderne qui a imposé le partage entre, donc à la fois en sciences, l'homme et le reste du monde, mais aussi dans les arts, entre les beaux-arts et les arts décoratifs. Ce que je voudrais vous montrer pour finir, c'est en quoi est-ce que ce mode de pensée prémoderne, finalement, il a des liens aussi avec l'écologie très contemporaine, avec l'écologie et avec certains courants de l'anthropologie également. C'est ce que j'ai appelé l'écologie contre-moderne, pour ne pas dire que c'est une écologie qui revient à l'ancien système de pensée. Personne ne dit qu'on va revenir à Empédocle et aux 4 éléments. Donc je vous ai dit qu'ils composent des sortes de paysages, mais c'est des paysages qui ne sont pas vraiment des paysages, puisqu'ils ne sont pas réglés par le point de vue de la perspective. Et ça fait écho avec finalement des réflexions de certaines chercheuses et certains chercheurs qui vont essayer aussi de comprendre, alors pas simplement l'environnement, parce que l'environnement c'est un terme qui suppose que finalement les humains sont encore au centre. L'environnement c'est ce qui nous environne, c'est-à-dire ce qui est autour de nous. Donc ça suppose bien que nous les humains nous sommes au centre de l'environnement. Donc on ne va pas parler ici d'environnement, on ne va pas parler de protection de l'environnement, ce à quoi on réduit souvent l'écologie. Finalement, dire protection de l'environnement, c'est dire être maître et possesseur de la nature, mais à l'envers. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans le sens où dire qu'on protège l'environnement, c'est dire toujours que nous, les humains, nous ne sommes pas dans l'environnement. Nous ne sommes pas dans la nature. Nous avons une sorte de charge de protection de ce monde dans lequel nous ne sommes pas vraiment. Nous sommes comme en dehors du monde. Et donc, bon, avant, on pouvait l'exploiter à foison si on était un industriel qui voilà, voulait juste extraire les ressources de la terre. Maintenant, on a plutôt tendance à vouloir protéger cette terre, mais finalement, on part toujours de cette opposition moderne entre les humains et les humains. Dans les recherches en écologie, en anthropologie dont je parle, en fait, l'humain ne va pas avoir cette place privilégiée. Donc on va plutôt parler d'écosystèmes dont font partie les humains. Je prends comme exemple ce livre d'Anna Lovenhoop-Singh, Le champignon de la fin du monde, qui est le titre d'une des pièces de l'exposition que vous pouvez voir. Donc c'est une référence là pour le coup explicite et c'est un livre que Florentine et Alexandre Lamarchoviz ont lu et ont dévoré et ont adoré, et moi aussi, enfin, je vous le conseille, c'est vraiment une lecture absolument géniale. C'est pas du tout une anthropologie très chiante et très savante, enfin, c'est plus comme une aventure en fait, c'est l'aventure d'un champignon. C'est l'aventure d'un champignon japonais qui s'appelle le Matsutake, là vous voyez sur la couverture. Et pourquoi elle appelle ça le champignon de la fin du monde? Parce que en fait c'est un champignon qui vit dans les ruines. C'est un peu bizarre, mais en gros ce qui intéresse Anna Tsing dans ce livre, c'est des espaces, des écosystèmes, donc qui sont concrètement des sous-bois, mais c'est des sous-bois abandonnés. C'est des sous-bois qui ont été exploités, puis qui ont été abandonnés par les humains. Et en fait, cet abandon est d'une certaine manière une chance pour ces écosystèmes, parce que ça permet de faire proliférer des espèces qui sinon n'auraient pas pu voir le jour, comme justement ces champignons Matsutake. Et donc elle s'intéresse particulièrement au cas du Japon, parce que ces Matsutake viennent du Japon. Et au Japon, en fait, il y a eu des campagnes de déforestation gigantesques au XXe siècle, qui fait que tous ces sous-bois ont quasiment disparu. Et donc, ça fait que le champignon Matsutake, maintenant, est devenu très très rare. Et comme c'était un plat traditionnel, enfin un légume traditionnel japonais, du coup, il est devenu extrêmement cher. Il est plus cher que le caviar. Et donc, c'est très difficile de trouver des Matsutake soi-même. Donc, il y a des spécialistes de la recherche des Matsutake. Au Japon, il y en a aussi en Oregon, aux États-Unis, parce qu'il y a une niche de Matsutake là-bas. Enfin, il y en a dans quelques endroits très très spécifiques du monde. Et c'est toujours le même genre d'environnement délaissé,
considérés comme inexploitables par l'industrie forestière, mais du coup c'est une certaine chance en fait que ces espaces soient inexploitables par l'industrie, parce que justement ça permet de faire proliférer ces espèces qui sont extrêmement précieuses, extrêmement rares, et il paraît-il que le matsutake c'est vraiment le mets des dieux. Enfin, il n'y a rien de meilleur qu'un matsutake bien préparé. Alors, ces sous-bois, donc ces espaces où finalement les espèces végétales fructifient sur les ruines de l'activité humaine, Anna Tsing appelle ça des paysages en patch. Et ces paysages en patch, donc elle veut dire par là que c'est des espaces précaires, pleins de vie, et qui ont des temporalités multiples, des agencements changeants entre humains et non-humains. C'est une description très sommaire, mais qui dit bien que l'humain n'a pas cette place privilégiée d'observateur ou de celui qui va maîtriser, qui va complètement contrôler cette nature comme un jardin français par exemple. C'est au contraire des espaces dans lesquels les humains occupent une place, mais une place qui n'est pas prédominante, une place qui est la même que celle des végétaux, comme les arbres, les champignons ou les animaux. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est la relation entre toutes ces espèces humaines et non humaines, comment elles coexistent ensemble. C'est ça qui fait le fonctionnement d'un écosystème. Il y a un autre chercheur qui m'intéresse, qui est un peu dans le même genre de réflexion, il s'appelle Tim Ingold, c'est un anthropologue anglais, et lui aussi, il cherche dans son anthropologie à dépasser une frontière naturaliste entre, d'un côté, les sciences humaines, et de l'autre côté, les sciences naturelles. Et lui, il essaie finalement de faire une théorie de la vie, une anthropologie de la vie, qui combine à la fois les recherches en biologie, mais aussi en ethnologie. Et dans ce livre en particulier, qui s'appelle Faire, il s'intéresse à des cas dans lesquels, en fait, on va pouvoir parler d'un être vivant comme d'une maison, comme d'une œuvre d'art, c'est-à-dire comme des objets vivants. Il va parler des œuvres d'art comme des objets vivants, de la même façon qu'une maison, il va la décrire comme un objet vivant. Alors évidemment, ça rompt complètement avec nos modes de pensée. On pense qu'une maison, c'est de la matière inerte, mais lui, il voit la maison comme quelque chose de vivant. Par exemple, il dit une maison, c'est quelque chose qui évolue. Vous allez avoir des insectes qui vont rentrer dans la maison, dans le bois, des poutres, vous allez avoir des souris, vous allez avoir des animaux, des oiseaux qui vont faire leur niche sur le toit, etc. Mais une maison, c'est aussi quelque chose qui évolue avec la vie des humains dedans. Donc finalement, c'est un déplacement de point de vue. Si on commence à voir les objets qui nous entourent, y compris des objets qu'on a fabriqués nous-mêmes, nous les humains, comme des objets vivants, alors il n'y a plus forcément cette séparation entre le monde animé et le monde inanimé. Et lui aussi décrit finalement ce monde dans lequel tout est vivant comme un monde enchevêtré, un monde comme une tapisserie. Et l'enchevêtrement, c'est le titre que j'ai donné à mon essai dans le catalogue de l'exposition pour décrire justement le processus de composition des tableaux de la Marchovise. Donc ça nous renvoie encore à ce mode de pensée entrelacé, comme celui de la Renaissance, dans lequel tout communique avec tout, mais selon certaines règles qu'il faut décoder. Et c'est exactement ça qu'essayent de décrire, d'analyser aujourd'hui des anthropologues ou des spécialistes en écologie. Je vous donnerai deux dernières références contemporaines. Finalement, ces chercheuses et ces chercheurs cherchent à adopter un point de vue qui ne soit plus un point de vue extraterrestre. Alors, ça peut paraître bizarre. Maintenant, on va parler des extraterrestres. Mais en fait, ce n'est pas les extraterrestres au sens des martiens. C'est dans un sens beaucoup plus littéral. En fait, j'ai trouvé cette idée dans ce livre qui vient de sortir de Zoé Sophia, qui est une biologiste
et féministe. Et donc elle parle de l'extraterrestre dans le sens simplement des scientifiques qui observent la Terre de l'extérieur. Vous vous rappelez, je vous disais ça tout à l'heure à propos des naturalistes modernes, qu'ils ont tendance à voir le monde comme s'ils n'y habitaient pas, comme s'ils n'en faisaient pas partie. En fait, toute la science moderne s'est construite sur cette idée-là, sur ce point de vue de l'extérieur, ce point de vue en perspective qui nous met à distance du monde pour l'objectiver, pour l'observer et pour le maîtriser. C'est ça que Zoé Sophia appelle le point de vue extraterrestre. Et en fait, tous ces chercheuses et ces chercheurs contemporains, ils cherchent à retrouver un point de vue terrestre. Donc à sortir de ce point de vue extraterrestre. Ils cherchent finalement à rompre avec la cosmologie moderne, qui est la cosmologie copernicienne, et à revenir finalement à une sorte de cosmologie pré-copernicienne. Vous savez, la cosmologie copernicienne, c'est la cosmologie dans laquelle on vit aujourd'hui, qui consiste à dire que la Terre tourne autour du Soleil. La cosmologie pré-copernicienne, qui est celle de Léonard de Vinci, qui est celle de Empédocle, consistait à penser que c'était la Terre qui était le centre du monde. Alors il ne s'agit pas, encore une fois, de revenir littéralement à cette idée que la Terre est au centre du monde. Il s'agit plutôt de se dire que ce qui est important maintenant, ce qui est urgent, étant donné les catastrophes climatiques et écologiques auxquelles on fait face, c'est de recentrer la science sur la vie sur Terre, sur l'existence de la Terre pour la faire survivre tout simplement. C'est aussi ce qu'un autre chercheur bien connu en France, Bruno Latour, a appelé le retour à Gaïa. Gaïa, c'est une figure mythologique de l'Antiquité, on revient encore à ces figures antiques, qui est la figure de la Terre-Mère. Et en fait, dans ce livre et dans tous les livres que Bruno Latour a fait jusqu'à sa mort l'an dernier, il s'agissait justement de s'interroger sur ça veut dire quoi en fait de se retourner vers la vie sur Terre et comprendre comment fonctionnent les interactions entre les humains et les non-humains pour les rendre simplement plus vivables, plus durables. Sinon, si on continue selon les analyses de Bruno Latour avec l'exploitation de la Terre, on va simplement la rendre complètement invivable. Donc, pour finir, il s'agit encore une fois pas de dire que la marchandise revienne au Moyen-Âge ou revienne à la Renaissance, de même qu'il ne s'agit pas de dire que Bruno Latour ou Anna Tsing reviennent à un savoir prémoderne, comme si on faisait fi, comme si on abandonnait tout ce qu'on avait appris depuis le XVIIe siècle. Il s'agit plus d'un effort de la pensée pour se mettre à distance de ce savoir moderne, de ce savoir naturaliste dans lequel on a vécu, dans lequel on continue majoritairement de vivre, et qui nous semble le meilleur, qui nous semble le plus efficace, et cette mise à distance, par le truchement de l'histoire des sciences, par le truchement de l'histoire de l'art, nous permet justement d'en montrer les limites et de montrer qu'il y a des alternatives, d'autres modes de pensée. Un dernier mot pour finir quand même sur la marchandise et sur les dinosaures. Alors, évidemment, les dinosaures, c'est une référence au site paléontologique de Talmont-Saint-Hilaire, qui est près d'ici, dans lequel il y a de nombreuses traces de pas de dinosaures. Mais ce qui est intéressant avec le dinosaure, évidemment, c'est que ça nous rappelle un épisode d'extinction massive. Il y a 65 millions d'années, c'est une extinction massive des espèces géantes qui dominaient la Terre à ce moment-là. Et on dit aujourd'hui qu'on est dans la 6e extinction de masse des espèces vivantes. La grosse différence, évidemment, entre ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'espèce humaine qui est responsable de cette extinction massive de la biodiversité. Donc l'exposition de la marchandise, elle fait allusion à ça. Elle fait allusion à cette réflexion sur, sur le temps très ancien de la Terre, sur la possibilité de vivre ou pas dans le chaos,
y a un autre chercheur qui a écrit un livre assez drôle et en même temps très intéressant qui s'appelle William Mitchell. Le livre c'est The Last Dinosaur Book, qui n'a malheureusement pas été traduit en français. Mais lui, il fait vraiment du dinosaure une espèce d'objet symbole de la modernité et de la science naturaliste. Il dit le dinosaure, par son énormité, bon, on pense aux gros dinosaures, au Diplodocus, au tyrannosaure, etc. Le dinosaure, il nous fait penser par son énormité finalement à l'énormité des sociétés modernes, surtout des empires. Le dinosaure, il a été conceptualisé au XIXe siècle, donc c'est vraiment l'apogée de la science naturaliste. Celui qui a baptisé les dinosaures, Richard Owen, c'est un ami de Darwin. Donc c'est l'apogée du naturalisme, mais c'est aussi l'apogée de l'Europe coloniale, de l'Europe impérialiste. Donc c'est vraiment cette idée que le dinosaure, il incarne cette espèce de l'appétit de l'Occident pour s'emparer du monde, dans tous les sens du terme. Mais en même temps, le dinosaure, c'est un objet dangereux, c'est un objet inquiétant. C'est un objet inquiétant parce qu'il nous annonce une catastrophe. Donc on n'a plus que des fossiles de dinosaures, justement comme des restes de cette catastrophe passée. Et finalement, les dinosaures dans l'exposition de la Marche aux Vies, ils tiennent un peu cette double dimension. À la fois, ils sont géants, ils sont généreux, ils font plaisir aux enfants, tout le monde aime les dinosaures, et en même temps, il y a une sorte de menace sous-jacente derrière. Et en ressortant de l'exposition, j'avais un peu cette expression d'apocalypse joyeuse dans la tête. Je me disais, c'est vraiment joyeux, cet art plein de couleurs, comme ça, plein de formes, on en ressort vivifié. Mais en même temps, c'est une apocalypse, c'est un chaos. Vous avez la grande fresque avec toutes ces explosions, ces comètes qui partent dans tous les sens. Et l'apocalypse joyeuse, c'est aussi le titre d'un livre d'un historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, bon alors lui, c'est ironique en fait, quand il parle de l'apocalypse joyeuse, en fait il fait le récit du développement des technologies depuis l'époque moderne, et surtout ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est l'idée que le domaine des sciences et des techniques s'est développé dans une sorte d'inconscience de non-responsabilité, en disant les techniques sont neutres, et donc c'est les politiques en gros et les industriels qui vont appliquer d'une certaine façon ou d'une autre, pour le bien ou pour le mal, ces techniques. Donc c'est cette inconscience, cette irresponsabilité des techniques que Jean-Baptiste Fressos désigne sous le terme d'apocalypse joyeuse. En gros, on va à la fleur au fusil dans le développement des technologies qui peuvent conduire à la fin du monde. Alors, je ne voudrais pas terminer sur une note assez pessimiste, mais plutôt dire que le travail de la Marche aux Vies, à mon sens, c'est une tentative que je trouve très réussie pour redonner de la joie finalement dans ce monde qui risque de nous mener à la catastrophe. Et cette joie, elle est contaminante. Elle nous contamine, nous spectateurs et spectatrices, par ce lien de sympathie qui nous permet justement de retrouver du désir de vivre et du désir de nous battre pour rendre le monde plus vivable. Je vous remercie, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.